Bonjour à tous. Bienvenue à ce 15e webinaire de la série des webinaires éoliens organisés par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ou le MEIA de son petit nom. Mon nom à moi, c'est Véronique Liel. Je suis conseillère en acceptabilité sociale au secteur de l'énergie du MEIA et j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le webinaire qui va suivre. Juste avant qu'on débute, je vous rappelle que les micros et la discussion sont désactivés et que vous pouvez poser vos questions grâce aux questions-réponses qui est disponible en haut à gauche. On va prendre les questions à la toute fin de la conférence. Si le temps ne nous permet pas de prendre toutes les questions ou si vos questions ne s'adressent pas aux conférenciers d'aujourd'hui, on va les garder en banque pour bâtir un question-réponse avec toutes les questions qu'on a reçues depuis le début des webinaires cet automne et on espère pouvoir le rendre disponible prochainement. D'ici là, si vous avez des questions, des commentaires ou encore des suggestions de sujets qu'on pourrait couvrir pour de prochains webinaires, vous pouvez nous écrire à consultation.energie@economie.gouv.qc.ca. Donc, aujourd'hui, on reçoit Mme Marie-André Vaillancourt, conseillère stratégique en conservation de la biodiversité, et M. Jérôme Lemaître, chercheur en avifaune. Ils sont tous les deux du secteur de la faune du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, le MEL-CCFP. Aujourd'hui, ils vont nous entretenir de l'atténuation des impacts du développement éolien sur les espèces fauniques en situation précaire et notamment de l'encadrement qui est fourni par le MEL-CCFP dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Merci beaucoup d'être avec nous, Marie-André et Jérôme, et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Véronique. Je vais partir le partage, juste me confirmer que tout est beau. Oui, c'est bon. Super, mais merci beaucoup, Véronique et au MEIA pour l'invitation à venir présenter dans le cadre de cette série de webinaires-là. Dans le fond, au secteur faune du ministère de l'Environnement, ça fait depuis 2008 qu'on encadre de façon, je dirais, un peu plus standardisée les analyses qui sont à réaliser pour documenter les impacts des projets éoliens sur les espèces en situation précaire. Plus spécifiquement, aujourd'hui, on va vous parler, dans le fond, de l'état des connaissances scientifiques qui a été acquise un peu partout par rapport aux impacts des éoliens sur les espèces fauniques. Puis, on va regarder de façon plus particulière les effets pour des groupes d'espèces qui sont considérés comme étant plus sensibles à l'impact des éoliennes. Donc, on va parler d'oiseaux de proie, de chauves-souris et de la grippe de Bicknell. Puis, pour chacun de ces groupes d'espèces-là, on va regarder c'est quoi l'encadrement qui est demandé aux promoteurs pour atténuer les impacts. Tout ça, évidemment, ça s'inscrit dans le cadre de la procédure d'évaluation d'examen de l'environnement du MELCCFP qui a fait l'objet de d'autres webinaires. Donc, si vous voulez plus de détails sur cette procédure-là, je vous invite à aller regarder dans l'historique des webinaires. Donc, sur ce, on va commencer avec l'historique des connaissances. Je vais céder la parole à Jérôme. Merci Marie-André. Content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, ici, je vous ai mis une image parce que c'est une genre de revue de littérature qui a été faite en Amérique du Nord. Puis, la plupart des études que je vais montrer aujourd'hui, ça vient de là. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à ça après la présentation. C'est un peu l'état des lieux des connaissances sur les relations éolien puis faune. Juste pour commencer, on a deux types d'effets majeurs. C'est évidemment les collisions pour la faune ailée, mais on a aussi toute la perte d'habitat. Puis là, vous avez des petits chiffres pour vous donner une idée, principalement basés aux États-Unis. Donc, pour les oiseaux, c'est 3 à 6 mortalités par mégawatt par année. On peut compter qu'une éolienne, c'est environ 2 mégawatts. C'est en train de monter un petit peu. Chauve-souris, c'est un peu plus. Donc, on peut aller à la suivante. Fait que si on revient sur les oiseaux, la majorité, c'est des petits oiseaux. Donc, vous avez le graphique ici qui vous montre les nombres de carcasses qu'on a retrouvées dans les parcs éoliens. Pas tous les parcs éoliens, c'est une étude qu'on a fait il y a déjà quelques années. Vous voyez les deux pics qui correspondent à la migration des oiseaux. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est la barre des rapaces qui est beaucoup plus basse. Donc, ça montre que d'un côté, on se préoccupe un peu plus des oiseaux de proie, mais d'un autre côté, il y a moins de collisions donc, de ces grands oiseaux. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un peu moins de collisions des grands oiseaux par rapport aux petits, qu'il y a des oiseaux qui vont être attirés par les éoliennes, notamment avec l'ouverture de l'habitat, alors qu'il y en a d'autres qui s'est démontré qu'ils vont vraiment éviter les éoliennes. Ils sont capables de naviguer au travers. Voilà pour celle-ci. Ici, c'est peut-être juste pour mettre aussi en contexte, il y a des mortalités, c'est évident. Maintenant, si on met ça en contexte avec d'autres types de mortalité anthropique, c'est de 2 à 4 fois inférieur.
toujours basé sur cette revue qui date de 2021, donc ça peut évoluer les chiffres. Vous voyez, parmi les principales causes de mortalité anthropique, en particulier des petits oiseaux, c'est les chats, les lignes de transmission, les bâtiments aussi, bon, les tours de communication. Donc ça, c'est le portrait assez général. On n'ira pas dans tous les détails. On peut peut-être passer à la suivante. Je reviendrai donc sur les oiseaux de proie et en particulier les oiseaux diurnes parce que bon, c'est reconnu en fait qu'ils sont plus à risque ces oiseaux-là. Deux raisons. Ben, leur comportement de vol en migration, en fait, ils vont vraiment utiliser les vents dominants, les courants ascendants. Ils vont beaucoup plus se laisser porter et donc ils peuvent arriver dans des secteurs où il y a beaucoup d'éoliennes puis rentrer en collision. Aussi au niveau du comportement de chasse, où ils vont chasser en se laissant planer, ils vont regarder au sol et puis parfois être moins attentifs aux éoliennes. Là, le graphique que vous avez, c'est petit un petit peu, mais à gauche, c'est les données de Québec. Donc, c'est pareil, la mortalité au Québec. Puis, il y a quelques secteurs, c'est principalement aux États-Unis où on a observé des plus grandes mortalités. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, mais c'est relativement plus faible au Canada que ce qui a été documenté dans le passé aux États-Unis. Puis, petit élément intéressant, les éoliennes ont changé aussi dans le temps. Avant, c'était plus des structures en treillis, un peu comme les pylônes d'hydro. Fait que ça attirait en fait les oiseaux pour se percher, donc il y avait plus d'enjeux. Maintenant, avec les structures tubulaires, il y a un peu moins de collisions documentées. J'en ai pas. Je pense qu'on a passé une, ouais. Ouais, là, en revenant, il est revenu. C'est bon. Yep. OK. Puis ça c'est une étude qu'on a faite ici au ministère avec des collaborateurs à l'Université de Moncton. Puis c'est pour vous donner un peu un aperçu de comment on procède, ce qu'on fait. Donc, c'est basé sur des données télémétriques de l'Aigle royal. Donc, c'est-à-dire qu'on a posé des émetteurs sur des oiseaux, puis on suit leur comportement. Puis ensuite, avec diverses analyses, on est capable d'associer en fait leur utilisation de l'habitat dans l'espace. Ce que vous voyez ici, c'est nos oiseaux de la Gaspésie, quel type d'habitat ils utilisent durant certaines périodes de l'année. Puis vous voyez qu'en bleu, c'est vraiment des secteurs qui sont très utilisés. Les ronds, c'est des nids connus. Puis les secteurs assurés, c'est des parcs éoliens. Donc on peut se dire que dans les secteurs en blanc, il n'y a pas trop d'enjeux par rapport au chevauchement d'habitat entre l'espèce puis les éoliennes, alors que dans les secteurs en bleu, ça peut être plus problématique. Donc ça, c'est le premier niveau d'analyse qu'on va faire. On va faire des analyses de chevauchement pour voir à quel point il y a des enjeux. Et s'il y a des enjeux, ben, on va passer aux mesures d'atténuation. Donc, je pense que c'était la suivante. Oui. Donc, pour les oiseaux, les mesures sont vraiment ciblées en fonction des espèces. Pour les oiseaux de proie, ce qui fonctionne, ce qui est documenté, c'est l'arrêt des éoliennes. Donc, il faut arrêter l'éolienne pendant que l'oiseau est dans le secteur. Évidemment, ça a des coûts. Quelque chose qui a été développé aussi qui marche bien, c'est le deuxième point, c'est la surveillance automatisée. Donc, il y a des caméras maintenant qui sont capables de reconnaître la présence d'oiseaux. Ils sont capables de reconnaître les espèces. Quand l'oiseau arrive trop proche de l'éolienne, on va arrêter l'éolienne. Donc, c'est beaucoup plus ciblé comme mesure d'atténuation. Puis, je vous ai mis aussi la peinture parce qu'il y a plein de choses qui ont été essayées, il y a plein d'idées, mais elle ne fonctionne pas toujours. Donc, on essaie de se baser sur la recherche, puis sur la recherche la plus à jour. Donc, la peinture sur les éoliennes, ça a été essayé en se disant que les oiseaux verraient un petit peu mieux. Les effets de ça sont assez mitigés. Fait que Marie-André, je te laisserai recontinuer. Donc, on voit qu'en fonction des connaissances qui ont été acquises ailleurs, mais aussi par les connaissances qu'on a acquises via nos propres suivis là, dans le cadre de développement des projets depuis le début de la filière éolienne, bien, on est en mesure de proposer des exigences aux promoteurs pour aller regarder c'est quoi les impacts d'un site en particulier. Donc, ce qui est demandé pour les oiseaux de proie, dans le fond, on a un protocole qui a été mis à jour là, très récemment en février 2025. Dans le fond, c'est vraiment axé sur les espèces qui sont en situation précaire parce que même si, comme on a vu, les risques de mortalité sont relativement faibles pour ces espèces-là, il reste qu'il y a certaines de nos espèces qui ont, dans le fond, que les abondances, là, qui ont des plans de rétablissement. Là, donc, il faut s'en soucier quand même. Puis ce qui est demandé, c'est que pour les 3 espèces qui sont ciblées, soit l'aigle royal, le faucon pèlerin et le pigargue à tête blanche, on demande de faire des inventaires de sites de nidification dans le périmètre, dans le fond, du parc. Donc, le promoteur, il va faire des inventaires aériens en hélicoptère.
tous les sites vont être recensés dans un rayon qui est adapté selon les espèces, donc en fonction de leur domaine vital. Fait que, par exemple, l'aigle royal, son domaine vital est d'une trentaine de kilomètres, alors qu'un faucon, ça va être aux environs de 16 kilomètres. Donc, dans le rayon, là, dans le fond, dans ces rayons-là, il va y avoir des inventaires de nids. Puis, si on localise des nids occupés par des espèces, il va y avoir une capture et un suivi télémétrique de 2 ans des oiseaux. Donc, on va aller donner vraiment une donnée, on va aller chercher une donnée très fine de l'occupation du territoire par l'oiseau. Puis, en fonction de cette information-là, on va y avoir une grille décisionnelle qui va être appliquée par le promoteur. Donc, dans le domaine vital de l'oiseau, le domaine vital, c'est là où il va aller concentrer ses activités d'alimentation, de repos, etc. Donc, ça va être la zone qu'on voit qui est plus comme en pêche. Mais là, on va demander d'éviter de construire des éoliennes dans ce rayon-là. Si des éoliennes, dans le fond, s'il n'y a pas d'autres alternatives pour les éoliennes, bien là, il serait demandé d'arrêter complètement des éoliennes pendant la saison de nidification dans ces zones-là. Mais on cherche vraiment à éviter, dans un premier temps, ces secteurs-là. Maintenant, si les éoliennes seraient situées à l'intérieur de son domaine vital général, donc la zone qui est plus en orangé, il va y avoir une mesure d'atténuation adaptée à l'espèce, dont l'efficacité est documentée, qui va être planifiée. Donc, c'est celle que Jérôme parlait juste avant. Puis, en dehors de ces zones-là, il n'y a aucune mesure de mitigation qui va être nécessaire. Donc, jusqu'à maintenant, il y a eu peu de mesures de mitigation qui ont été nécessaires parce qu'on a réussi à éviter, justement, par le positionnement des éoliennes, éviter d'être dans les domaines vitaux. Néanmoins, là, c'est possible que ça arrive dans le futur, que ces situations-là arrivent pour les prochains parcs. Donc, maintenant, on va passer aux impacts sur les chauves-souris. Je te cède la parole, Jérôme. Merci. Donc, on a 8 espèces au Québec. On en a 7 qui sont désignées ou susceptibles d'être désignées selon notre loi sur la protection des espèces menacées et vulnérables. Puis, on en a aussi 3 qui ont un statut au niveau fédéral. Donc, ici, vous avez certaines menaces. L'éolien, c'est une grande menace, en particulier pour les chauves-souris migratrices. Mais on ne peut pas passer sous silence le syndrome du museau blanc, là. Probablement plusieurs d'entre vous connaissent ça. C'est un champignon qui a affecté nos colonies puis qui a pas mal décimé nos populations. Vous avez les chiffres ici, là. Ça a été assez majeur. Donc, on peut passer à la suivante. On peut résumer ça en disant que l'état des chauves-souris, ça va pas très bien de façon générale. Puis ici, je trouvais ça intéressant de voir un petit peu, on a parlé des oiseaux, puis qu'est-ce qu'il en est pour les chauves-souris. Mais on ne sait pas encore tout à fait les mécanismes comportementaux en arrière-plan, à savoir pourquoi il y en a autant, toute proportion gardée. Fait qu'il y a des hypothèses qui ont été émises, comme par exemple le fait qu'il y ait plus de concentration d'insectes dans ces ouvertures-là, en lien avec, entre autres, les lumières au-dessus des éoliennes, une histoire de son peut-être, mais gardez en tête qu'on sait qu'il y a de la mortalité, ça c'est clair et net, c'est documenté. Le pourquoi exactement, le mécanisme biologique en arrière n'est pas tout à fait compris, à l'exception de la météo. Donc on sait vraiment que la météo a un impact sur les collisions en fait, des chauves-souris avec les éoliennes. Fait que je vais y revenir après. Ici, vous avez, pareil, une étude qui a été publiée sur l'étude que je parlais précédemment sur une trentaine, même 40 parcs au Québec. Et vous voyez la variation dans la mortalité. Dans ce qu'on peut retenir, le Y, c'est les mortalités. Il y a beaucoup de parcs où il y a peu de mortalité documentée au Québec. Et il y a quelques parcs qui ont des plus grandes mortalités. Ce qui est important aussi, c'est de regarder les intervalles de confiance. Et vous voyez que c'est assez grand. Tout ça, il y a beaucoup de calculs en arrière de l'estimation de la mortalité. C'est un petit peu compliqué. Fait que ce qu'on retient, dans le fond, c'est qu'il y a une bonne variabilité et entre les parcs et même à l'intérieur d'un même parc. Fait qu'on peut passer à la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va parler d'une mesure d'atténuation. Qui est augmenter la vitesse de démarrage des éoliennes. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les chauves-souris sont actives quand il n'y a pas beaucoup de vent. Fait que ce graphique qui est peut-être un petit peu compliqué, mais si on le décortique, ça devrait bien aller. Fait qu'à gauche, en fait, c'est les diagrammes, l'histogramme, en fait, c'est les comportements, donc l'activité des chauves-souris. Fait que vous voyez que, comme je disais, elles sont actives quand il n'y a pas beaucoup de vent. Alors que les courbes, c'est la production d'énergie. Alors évidemment, plus il y a de vent, plus il y a de production, mais bon, il y a un certain seuil.
Et l'idée de cette mesure, c'est de se dire, si on empêche les éoliennes de fonctionner à faible vitesse là où les chauves-souris sont actives, ben, on devrait réduire la mortalité. Donc, ce n'est pas juste des suppositions, ça a été testé et retesté par plusieurs études scientifiques. Et à peu près à 5,5 mètres secondes, cette vitesse-là, ça nous dit qu'il y a une réduction d'environ 60% des mortalités et que les pertes annuelles sont autour de 1% des coûts d'exploitation. Donc, c'est une mesure qui semble avoir un bel impact sur les populations avec un coût relativement faible, toute proportion gardée. Puis ici, c'est pareil, on a juste voulu vous montrer des bribes, on n'ira pas trop dans les détails. C'est une étude qui a été publiée en français dans le Naturaliste canadien pour ceux que ça intéresse. C'est basé sur des simulations mathématiques parce que l'idée, c'est qu'on ne connaît pas les taux de croissance des populations de chauves-souris du Québec, ni les tailles de population. Donc, c'est dur en fait de déterminer quel est l'impact. Donc, en fait, on a fait différents scénarios en fonction des taux de croissance plausibles et en fonction de taille de population plausible basée sur des interpolations puis des données ailleurs en Amérique du Nord. Et ce qu'on remarque ici, en fait, c'est une simulation sur une centaine d'années et de voir quand est-ce que les populations deviennent instables. Puis le gros rectangle rouge souligné, c'est ce qui paraît le plus plausible. Donc, un taux de croissance de 1, la population se maintient. Au-dessus de 1, elle est en augmentation. Donc, ce serait plausible qu'à l'état naturel, la population de chauves-souris cendrées, fait qu'ici, cette étude, c'est juste sur la chauve-souris cendrée, celle qui est la plus largement répartie en Amérique du Nord, et puis aussi qu'on retrouve le plus dans nos suivis. Donc, sans éoliennes, la population devrait se maintenir selon ces scénarios, alors que vous voyez, si on va complètement à droite avec des éoliennes, ça prendrait 70 000 individus dans la population. Je vous rappelle, on ne connaît pas le chiffre exact, mais si on s'en va avec la mesure d'atténuation, on voit que dans ce temps-là, on a juste besoin de 38 000 individus. Fait une autre façon de le dire, c'est que la mesure d'atténuation qu'on vous a présentée semble avoir un bel effet à réduire l'impact sur les populations et potentiellement garantir la pérennité des populations. Fait que Marie-André, je pense que c'est à toi. Ton micro est coupé. Oui, mon micro. Dans les mesures d'atténuation, ben, tu as déjà abordé celle de bridage, mais un peu comme pour les oiseaux de proie, il y a d'autres mesures de mitigation qui sont testées, qui sont explorées là, par de la recherche expérimentale, mais qui ne sont pas encore avérées assez robustes là, pour être appliquées, là, surtout pour des espèces en situation précaire. Donc, c'est vraiment là, la mesure de bridage là, qui est celle qui est considérée pour application présentement. Donc, ça fait le pont sur les exigences là, envers les promoteurs dans le cas des chauves-souris. Donc, encore une fois, ici, on a de l'encadrement via des protocoles standardisés qui sont, dans le fond, connus des promoteurs. Puis, pour les chauves-souris, il y a des inventaires qui sont faits avant le projet. Donc, c'est des inventaires acoustiques pour identifier là, des zones de concentration de chauves-souris. Ça peut être des maternités, des couloirs de migration ou des hibernacles. Les hibernacles, c'est les habitats dans lesquels là, les chauves-souris vont passer l'hiver. Donc, beaucoup d'activités à l'entrée et à la sortie des hibernacles. Donc, il est demandé de faire là, beaucoup d'heures d'écoute là, pendant la saison de fréquentation de l'habitat. Puis ça, ben, ça peut influencer le positionnement des éoliennes. Par exemple, on va exclure là, des éoliennes dans un rayon de 1 km de tout hibernacle qui est connu. Il peut y avoir aussi du micro-positionnement là, si on voit qu'il y a des zones prévues pour le parc là, où les densités relatives de chauves-souris sont élevées. Par contre, ce qui n'a pas été mentionné jusqu'à maintenant concernant les chauves-souris, c'est que le portrait de la distribution des chauves-souris avant le projet, c'est pas nécessairement corrélé avec qu'est-ce qu'on va aller trouver comme mortalité un coup que le parc est en exploitation. Donc, même si on fait des mesures d'atténuation avant le projet, il est toujours nécessaire là, d'avoir soit un suivi de mortalité ou une mesure d'atténuation là, vraiment pour aller réduire les mortalités après le projet. Donc, c'est pour ça qu'on a dans le fond, une exigence qui est, puis dans le fond, ça, c'est nouveau, là, que par défaut, dans le fond, sur la base des connaissances qui ont été acquises, des suivis de mortalité qui sont présentes dans l'ensemble des parcs à niveau variable, mais il faut comprendre que tout ça, ça a un effet cumulatif sur les populations. À l'échelle du Québec, mais tous les futurs parcs éoliens vont appliquer une mesure de protection des chauves-souris, là, qui est le bridage à 5,5 mètres secondes
pendant la saison de fréquentation de l'habitat, c'est-à-dire que ce n'est pas toute l'année, dans le fond, les chauves-souris ne sont pas actives en hiver, donc ça va être vraiment de la saison là, de l'arrivée des chauves-souris jusqu'à soit la période d'hibernation ou la période là, de migration. Puis c'est aussi principalement, c'est pas principalement, c'est appliqué pendant la nuit, parce que les chauves-souris, dans le fond, c'est des animaux nocturnes, donc ils sont pas actifs le jour. Donc, c'est vraiment une période qui est vraiment ciblée là, sur l'aire de fréquentation de l'habitat par les chauves-souris. Juste mentionner qu'il y a une situation intérimaire, parce que dans le fond, jusqu'à récemment, les mesures d'atténuation, ils étaient vraiment ciblées en fonction du résultat d'un suivi de mortalité. Comme Jérôme l'a expliqué, c'est compliqué de suivre la mortalité des chauves-souris. Il y a beaucoup de variabilité associée aux résultats qui sont issus des suivis de mortalité. Mais il y a quand même quelque part que, dans le fond, là, c'est ça l'engagement qui avait été pris ou via là, leur décret là, puis leur certificat d'autorisation, c'est de réaliser un suivi de mortalité dans lequel, enfin, il va y avoir une grille de décision pour voir quelle mesure devra être appliquée. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que, dans le fond, la plupart des prochains parcs vont devoir appliquer une mesure par défaut, là, qui est le 5,5 mètres secondes. Maintenant, je vais passer à l'impact sur la grippe de Bicknell. Contrairement aux deux autres groupes d'espèces, la grippe de Bicknell, c'est plus un enjeu de perte d'habitat que de mortalité directe par collision. Mais dans le fond, la particularité, c'est qu'elle habite les sommets de montagne avec des bonnes conditions de vent. Fait qu'il y a comme une bonne corrélation entre son habitat et les potentiels de vent là, pour les projets de parc éolien. Fait que c'est pour ça qu'il y avait eu quand même beaucoup d'efforts là, pour baliser là, les façons d'inventorier puis d'éviter les impacts en lien avec cette espèce-là. En fait, qu'est-ce qui a été observé là, dans les études qui ont été menées récemment? C'est que, dans le fond, j'ai mon chien qui rêve, là. Je ne sais pas si ça fait un petit son de plus. Mais dans le fond, il y a une baisse de la probabilité d'occurrence des grives. Là, dans le fond, on la détecte moins durant la construction d'un parc éolien. Mais il y a eu des suivis qui ont été faits, puis on voit qu'il y a une recolonisation de l'espèce après 6 à 8 ans là, après la construction du parc. Donc, il semble qu'il y ait un effet là, de déplacement des espèces pendant un certain temps, mais cet effet-là serait temporaire. Puis, dans plusieurs des parcs, dans le fond, qui ont été proches de l'habitat potentiel, il y a eu du micro-positionnement pour s'éloigner des bons habitats. Puis, ces mesures de mitigation-là semblaient limiter les impacts. Donc, qu'est-ce qui est exigé là, en lien avec les promoteurs? Marie-André? Oui? Excuse-moi, tu as changé les diapositives, là? Oui? Est-ce que tu le vois plus? Moi, je vois un impact sur la grive, mais je ne sais pas si c'est juste de mon côté, là. Ah, ça suit peut-être pas. Non, je suis rendue à la diapo sur les exigences envers les promoteurs. Je ne sais pas, Véronique, si tu peux nous dire si tu les vois bien de ton côté. C'est la même chose pour moi, j'étais sur la 19 aussi. Ouais. Moi, je suis rendue à la 21. Il y a comme eu un bris de synchronisation, peut-être. Ouais. Est-ce que, regarde, je peux l'arrêter puis la repartager pour voir si ça Peut-être on peut essayer ça, ouais. On essaye ça. Alors, j'arrête. On s'excuse tout le monde. Et je repartage. Ah, c'est drôle, tu vois, je ne vois plus la présentation. C'est comme s'il y a eu un bris de connexion, je pense. Ouais, je pense Parce que je ne vois plus la présentation comme dans mon PowerPoint Live. Veux-tu que je partage de mon côté? Oui, fais donc ça si tu l'as accessible facilement. OK. Jamais à l'abri. Non. Fait que là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, en mode. C'est ça. Puis si je la mets en grand, j'ai l'impression que moi, je vais vous perdre, mais toi, tu la vois en grand, c'est ça? Oui. Fait que moi, je ne vous vois plus, mais continue. Puis, c'est bon. Tu peux aller à la prochaine. Dans le fond, je t'ai rendu à l'encadrement. Oui, c'est ça.
Donc, pour la grippe de Bicknell, en fond, on a un protocole standardisé dans lequel il est demandé de faire un inventaire de l'espèce dans son habitat potentiel. Donc, on a des cartes d'habitat potentiel et des modèles là, qui permettent de cibler ou réaliser des inventaires des espèces. Donc, on va aller détecter leur présence, puis on va aller caractériser l'habitat, voir si c'est du bon habitat ou du moyen habitat ou de l'habitat qui n'est pas adéquat. Puis, en fonction de l'ensemble de ces résultats-là, on va aussi appliquer là, des mesures d'atténuation. Donc, il va y avoir des règles, par exemple, d'exclusion des éoliennes dans les habitats qui sont optimaux, là, donc qui sont très, très favorables à l'espèce. Il va y avoir aussi des éléments comme s'assurer que le déboisement se fait hors de la période de nidification pour ne pas affecter là, la productivité des couples nicheurs. Puis, il va y avoir évidemment du micro-positionnement là, en fonction de la qualité de l'habitat et des résultats d'inventaire. Donc, ce protocole-là est en vigueur depuis 2013. Donc, en résumé, en fond, on peut dire que l'impact, la construction de l'exploitation des parcs éoliens s'est identifié comme une menace à la viabilité de plusieurs espèces en situation précaire. C'est ça qu'on vous a présenté dans le fond, les groupes d'espèces qui sont particulièrement sensibles à l'effet des parcs éoliens. Puis, pour ces espèces-là, il y a un encadrement qui est plus standardisé, qui est requis pour atténuer les impacts sur les espèces. Donc, quand on parle de standardisé, là, ça veut dire que ça va être appliqué d'une façon assez là, homogène et d'un parc à l'autre pour les mêmes enjeux. Dans le fond, ça va vraiment être standardisé. Puis, les méthodes d'analyse qu'on propose, puis les exigences sont ancrées dans la procédure d'évaluation environnementale. Là, donc, ce n'est pas quelque chose qui est comme séparé. C'est vraiment, là, ça suit toutes les étapes là, d'évaluation, de recevabilité, puis de conformité à l'étude d'évaluation environnementale. Les données que les promoteurs récoltent pour prendre les décisions sur les mesures d'atténuation, ça permet vraiment l'application de mesures de conservation concrètes. C'est-à-dire qu'il y a une grille décisionnelle qui permet là, de statuer en fonction des données qui ont été prises. C'est quoi la nature des mesures aussi qui sont nécessaires là, pour, à intégrer dans le projet. Puis aussi, on est vraiment en mode gestion adaptative. Là. Les exigences, en fond, sont révisées en fonction des nouvelles connaissances qui sont acquises, soit en parallèle ou via, dans le fond, là, les études d'impact. Dans le fond, on est rendu à notre 3e génération là, de protocoles pour certaines espèces. Donc, il y a vraiment une évolution là, de cet encadrement-là qui est faite au fur et à mesure qu'on acquiert les connaissances. Donc, ça fait le tour pour notre webinaire. Là. On vous remercie de votre attention, puis on est évidemment disponible pour des questions. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment très intéressant. Je suis certaine que ça a répondu à plusieurs interrogations. Alors, on a une première question. Est-ce qu'il y a des études sur les impacts des différentes technologies de balises lumineuses sur les espèces mentionnées ou des mesures d'atténuation qui seraient déjà appliquées? Des études sur les impacts de différentes balises. Puis c'est quoi la deuxième partie? Lumineuses. Ouais, Les oui, balises lumineuses. lumineuses sur les espèces mentionnées ou est-ce qu'il y a déjà des mesures d'atténuation qui sont utilisées? Oui, fait que j'ai vu quelques études là-dessus. Là. Il y a des types de couleurs de balises qui sont mises en avant. Je n'ai pas les réponses exactes là, mais c'est regarder un petit peu, mais beaucoup moins que les impacts généraux de l'éolien, là. Fait que ça commence à sortir parce que je l'ai parlé en hypothèse. En fait, il y a eu beaucoup. Au début, c'était la documentation de la mortalité. Ensuite, de se poser des questions, mais qu'est-ce qui cause cette mortalité? Pour ceux qui sont plus familiers, il y a même eu à un moment donné, on parlait de barotraumatisme, fait qu'une différence de pression quand les chauves-souris arrivent proches des éoliennes qui les tuaient. Cette hypothèse qui date d'à peu près 2009, elle a un peu été mise en retrait. C'est plus vraiment ça. Là, on est sur l'attirance, d'où l'histoire de fouiller un petit peu. Fait que c'est assez récent, là, ces choses-là. Mais on pourra revenir dans les détails de quel type de balise. OK, merci. On le mettra dans la question-réponse. Dans le Marie-André, là, ce que tu nous as présenté comme directive aux promoteurs, est-ce que c'est toutes des choses qui se font avant la construction du parc éolien ou est-ce qu'il y a des suivis par la suite? C'est une bonne question. Dans le fond, il y a plusieurs études qui sont faites avant, dans le fond, dès le début de l'évaluation environnementale. Là, fait que là,
les études acoustiques de chauves-souris, les oiseaux de proie, c'est tout avant. L'inventaire de grippe de Bicknell, c'est avant aussi. Ensuite, après, ça va être, par exemple, dans le cas des anciens parcs là, ou des parcs les plus récents, il va y avoir un suivi de la mortalité. Dans le fond, dans le suivi de la mortalité, ça va être autant documenté chauve-souris, oiseaux. C'est le seul élément là, qui est fait vraiment après le projet, là. Mais comme je l'ai dit, ça risque d'être dans le fond, c'est une situation intérimaire parce que quand il va y avoir des mesures d'atténuation qui vont être déjà engagées avant la mise en place du projet, il n'y aura plus de suivi de la mortalité qui va être exigé, là. Fait que, dans le fond, il y a certains suivis qui sont faits après, mais ça ne sera pas pour tous les parcs que ça va être réalisé. OK, merci. Une autre question, est-ce qu'il y a des parcs éoliens ou des positionnements d'éoliennes qui ont été refusés par le ministère là, en raison des impacts sur la faune? À votre connaissance, là, peut-être que vous ne le savez pas dans le détail pour les parcs. Qui ont été, certainement qu'il y a eu des positionnements, il y a eu plein de positionnements qui ont été refaits ou influencés par les résultats des habitats fauniques, là. Ça s'est fait pour les lisières boisées, pour les chauves-souris en Montérégie. Ça se fait pour la griffe de Bicknell sur une base, je veux dire. Il y a beaucoup, ça influence beaucoup le positionnement, là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est appliqué là, dans le processus là, de définition du parc, là. Parfait. On a une autre question parce que là, on a vu les impacts sur les oiseaux, les chauves-souris. Est-ce que vous savez s'il existe des études sur les poissons? Et les barrages, peut-être, mais là, c'est vraiment pas dans votre domaine Là, c'est ça. d'expertise. Nous, on n'a vraiment pas l'expertise faune aquatique, là. Ouais. On est plus du côté de la faune terrestre. Fait qu'à ma connaissance, pas spécifiquement, là, mais là, on parle de l'habitat du poisson. Fait que, l'éolien n'a pas d'impact spécifique versus tout ce qui peut avoir un effet, là, par exemple, comme les chemins là, qui vont passer des cours d'eau, là. Fait qu'à ce moment-là, c'est analysé aussi par les équipes régionales là, en fonction là, des impacts sur l'habitat du poisson, mais c'est pas spécifique à l'éolienne, c'est spécifique à n'importe quoi qui traverse un cours d'eau, là. Je peux, OK. je peux- peux peut-être rajouter comme donc les deux gros effets, c'est les collisions. Forcément, ça prend la faune ailée. Ou ensuite de ça, la perte d'habitat. Puis là, c'est vrai que, mettons, quand tu fais un chemin, ben, les analyses, elles sont globales. Fait que ça ressemble beaucoup, finalement, les éoliennes à la création de chemins, avec peut-être parfois des plus grands secteurs. Fait que c'est la voie traditionnelle qu'on prend pour l'analyse. Puis aussi, la revue que j'ai présentée au départ, c'est pas juste ici au Québec, c'est un peu partout que ça fonctionne comme ça. Là, la grande préoccupation qui est sortie il y a peut-être 15 ans, c'était les oiseaux, et en particulier les oiseaux de proie. Et tranquillement, les chauves-souris ont pris le dessus parce qu'on voit qu'il y a des effets un peu plus importants sur les populations. Quelquefois, il y a des études qui sortent à la pièce là, sur d'autres taxons, mais c'est principalement ce qui concerne les gens, là, la faune ailée là, pour les éoliennes. Merci. On a une autre question. Quelqu'un nous demande comment est-ce que les promoteurs prennent en compte les parcs éoliens déjà présents sur le territoire quand on en planifie un autre à proximité. Puis est-ce qu'il y a, du point de vue de la faune, des limites au niveau de la capacité de l'accueil là, sur le territoire? Je vais peut-être avec la première question, là, est-ce qu'ils prennent en compte, là, on tombe dans tout l'aspect des effets cumulatifs, là, c'est pas évident à prendre en compte, fait que je pense qu'ils essayent de le prendre en compte du mieux qu'ils peuvent, là, mais c'est difficile de baliser un impact cumulatif, là, parce que ça peut être cumulatif sur toutes sortes d'indicateurs, là, tu sais. Mais juste pour prendre l'exemple des chauves-souris, tu sais, les chauves-souris, c'est considéré comme étant une grande population. On n'a pas une population de Charlevoix, puis on n'a pas une tu sais, c'est des grandes populations, ils ont des liens, là. Donc de gérer une mesure d'atténuation à l'échelle du Québec où tout le monde applique, ça réduit l'effet cumulatif d'une menace sur une espèce. Fait que, tu sais, nous, dans le fond, on l'a capté comme ça là, sur les indicateurs là, qui sont d'intérêt là, pour les espèces en situation précaire. Je ne OK, sais pas si, merci. Jérôme, tu veux compléter. Non, mais je pense que tu as bien répondu. C'est vrai que c'est un enjeu qui est difficile à capter. Si on pense en migration, plus tu rajoutes des parcs éoliens sur le chemin de la migration, plus tu peux avoir de risques. D'où, on revient à une des questions qui a été posée, qu'est-ce qu'on fait en amont? Tu sais, vraiment d'éviter les secteurs, c'est une des priorités. Puis ensuite, en aval, comme tu l'as dit, la mesure, elle agit globalement sur à réduire la mortalité de 60%.
OK, on a peut-être le temps pour une dernière. Il y a quelqu'un qui nous dit le hibou des marais n'a pas été mentionné, mais il semblerait qu'il y a un protocole pour le contexte éolien qui devrait être publié bientôt. Est-ce que c'est possible d'en connaître un peu plus? Est-ce qu'on a un Ben, discours? oui, on ne l'a pas présenté parce qu'il n'est pas publié officiellement encore, mais il y a des régions là, dans le fond, qui ont capté l'enjeu à leur région, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais tu sais, nous, on est comme au centre, tu sais, on fait les protocoles standardisés, mais en région, ils ont un pouvoir d'action à l'échelle locale, là. Donc, s'il y a un enjeu pour une espèce dans leur région, ils peuvent proposer des modalités aussi, là. Puis pour le hibou des marais, ben, c'est déjà, dans le fond, dans certaines régions, il y a des préoccupations. On est en train justement de standardiser l'approche. Fait que oui, dans le fond, pour le hibou des marais, c'est aussi là, un enjeu d'habitat et de risque de collision, là. Donc, ça suit un peu le même. C'est un peu un hybride entre la griffe de Bicknell et les oiseaux de proie, là, dans le sens qu'il va avoir de la caractérisation d'habitat, vérifier si l'espèce est là, puis si l'espèce est dans un périmètre proche, dans le fond du parc, il pourrait y avoir un suivi télémétrique aussi pour valider son domaine vital. Donc, ça serait ça l'approche, mais comme le protocole n'est pas encore publié, mais il est en cours de finalisation. Ben, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour les questions. Je réitère qu'on les garde en banque là, puis on va fournir un question-réponse là, bientôt. Merci beaucoup, Marie-André et Jérôme, là, de vous être disponibilisés. C'était vraiment très intéressant. Je termine en invitant tout le monde à nous rejoindre là, pour le dernier webinaire de la saison le 8 mai prochain, jeudi, qui va avoir pour sujet la réflexion collective sur le potentiel éolien qui a été menée par la MRC Marguerite Diouville et qui va être présenté par M. Sylvain Berthiaume, qui est le DG de la MRC et qui est aussi le porte-parole de Courant Collectif. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur la page énergie éolienne que nous avons fournie dans le question-réponse. Donc, je termine en vous remerciant pour votre présence et votre intérêt, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci.